Rapide récap à chaud de l'UFC d'hier soir, Marvin Vettori contre Paulo Costa. Alors, ça devient compliqué pour moi les dimanches de faire des longs récaps. Donc, cette fois-ci, et à partir de maintenant, je pense que je vais sélectionner 3 sujets que je veux aborder sur l'UFC qui vient de se passer. Et tant pis s'il y a d'autres sujets intéressants que je laisse de côté. De temps en temps, il faut faire des choix, mais au moins, ce sera qualitatif. Alors, premier sujet que je veux aborder, Mason Jones. Il arrive à l'UFC invaincu. Il arrive à l'UFC très jeune. Il arrive à l'UFC en tant que champion lightweight et welterweight. Il vient avec une énorme hype. Il annonce dans beaucoup d'interviews, et j'aime beaucoup ça à propos de lui, qu'il veut directement prendre les gros noms. On lui fait pas de cadeau dès son arrivée à l'UFC. Mais je vais d'abord parler positivement et puis je vais dire ce qui me dérange vraiment. Il nous offre des très beaux combats. Il est talentueux de ouf, ça se voit. Très très bon striker. Les gens pensent que c'est un striker, mais il a un judo incroyable. Il l'a démontré hier, mais il l'avait déjà démontré dans le passé. Et il a un très très bon grappling. Hier, on l'a vu, il a montré que des belles choses au sol. Mais il n'y a pas d'évolution dans son jeu. Et son style était excellent au Cage Warriors, même si déjà au Cage Warriors on voyait certaines limites par rapport à son style, mais ça lui permettait tout de même de gagner des combats. Aujourd'hui à l'UFC, on voit de plus en plus que ce style-là ne l'amènera pas là où son potentiel pourrait l'amener, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où son style dépend trop de sa capacité à encaisser des frappes. Ça fonctionnait jusqu'en 2010, ça. Chuck Liddell, meilleur exemple. Aujourd'hui, il faut une responsabilité défensive et il faut aussi montrer une évolution, une progression dans son jeu. Sinon, on est trop facile à analyser, on est trop facile à mettre une stratégie en place pour gagner. Hier, il fait encore une fois un magnifique combat, type Fight of the Night, type Performance of the Night. Mais il se fait surprendre plus d'une fois, il se fait mettre en difficulté plus d'une fois contre Onama, qui a signé pour ce combat en toute dernière minute. Il était très bien préparé, c'est pas ça. Mais c'est pas non plus un top 15, c'est pas non plus un top 20, c'est même pas un top 25 à l'UFC, pour le moment. C'est une belle découverte, clairement, il mérite sa place à l'UFC, Onama. Mais ça montre que Mason Jones, pour l'instant, va juste nous intéresser et intéresser l'UFC pour des beaux combats. Mais il a tellement de potentiel. Il doit absolument évoluer. Il doit travailler sur son système défensif. Et c'est une difficulté parce que en tant que combattant, quand on se dit je peux encaisser tout et n'importe quoi et pas tomber, on va justement prendre des risques qui sont inutiles et on va rentrer dans des combats en utilisant ça comme arme, alors qu'au final, à l'UFC, c'est tout le contraire d'une arme. Donc voilà, j'espère vraiment que Mason Jones va revenir chez lui et analyser sa victoire, parce qu'il y a peu d'athlètes qui le font, et pourtant, c'est tellement important. Dans les victoires, on a autant de leçons, pas tout le temps, mais même dans les victoires, on a généralement des leçons à tirer, et là, Mason Jones en a, parce que sur la plupart de ses victoires précédentes, il a des leçons à tirer. Et cette leçon particulière de j'encaisse trop dans mes combats. J'encaisse trop. Je gagne, mais j'encaisse trop. Et quand bien même il développerait encore ce style et il arriverait au top 15, au top 10 de la division, c'est pas viable sur le long terme. On fait pas une carrière longue en encaissant autant de frappes et des frappes lourdes parce qu'il se met à l'échange, il se met dans des vraies guerres. Bref, en tant que fan de violence, on peut kiffer ce style. Mais en tant que fan de potentiel, on a envie qu'il s'améliore et qu'il avance. Deuxième sujet. Alors, sujet bonus, c'est le combat avant mon deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est le co-main event. Le sujet bonus, Jessica Clark-Rose, ses takedowns étaient techniquement super propres. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors là, son adversaire, Edwards, je sais pas si elle a réellement le niveau UFC. Elle n'a pas encore prouvé qu'elle l'avait. Donc il y a toujours cet astérisque, mais j'aime bien vraiment donner le crédit plutôt que discréditer. Donc là, Jessica Rose, c'était beau, c'était vraiment beau, ces takedowns, vraiment, vraiment. Le co-main event, pour moi, il y a une leçon à tirer là, c'est assez intéressant. Donc on a une égalité majoritaire, ça veut dire qu'il y a un juge qui donne les 3 rounds 10-9, les 2 premiers à Dawson, le dernier à Ricky Glenn.
totalement logique. On sait clairement qui a gagné les deux premiers. On sait clairement qui a gagné le dernier. La question, c'était de savoir si on mettait un 18 ou non dans le dernier. Pendant que je commentais en live, et malheureusement, je suis pas allé revoir le dernier round, donc je peux pas donner un avis plus précis là-dessus. Mais mon feeling, pendant que je commentais, avant d'avoir la décision, c'était qu'on était à la frontière entre le 19 et le 18. D'ailleurs, les juges me donnent raison, puisqu'il y en a deux qui donnent un 18, un qui donne un 19. Après, quand je dis les juges me donnent raison, j'ai souvent critiqué les juges, donc je vais pas utiliser cet argument quand ça m'arrange, et puis ne pas l'utiliser quand ça m'arrange aussi. Bref, pour moi, j'aurais mis un 18 si j'avais été sur le coin de la cage. Mais la leçon à tirer, enfin, ce que je veux mettre en avant ici, c'est l'attitude à la toute fin de combat. Dawson était clairement épuisé, à bout de force. C'est pour ça qu'il perd de manière si drastique le dernier round. Et c'est pour ça aussi qu'on peut justifier un 18. Le 18 ne va pas spécialement se justifier par une grosse domination de Ricky Glenn, même si clairement il a dominé sur la durée. Les damages étaient présents, mais c'était pour moi pas, ce troisième dé était pas suffisamment présent que pour justifier vraiment le 18. Ce qui a vraiment justifié le 18 pour moi, c'était plutôt l'inactivité de Dawson qui était due à son épuisement. Mais par contre, il y a un truc qui pour moi a peut-être pesé dans la balance de un des deux juges qui a donné le 18, ou peut-être dans les deux. C'est son attitude au moment où le combat se termine. Le combat se termine, il se met sur son dos, fatigué. Alors, il y a la théorie il a fait un mini dodo à cause de la soumission, c'était un Darkshock, si je me souviens bien à la fin. Ouais, c'est un Darkshock. Il y en a qui disent, il s'est endormi juste au moment où ça s'est arrêté, et du coup, le temps qu'il se réveille, blablabla. Moi, j'ai pas l'impression qu'il soit endormi. J'ai vraiment l'impression qu'il sort de la soumission et il est tellement fatigué qu'il s'étale sur le sol. Mais ça donne un peu cette impression, justement. Ça donne ce débat. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que les juges voient? Les juges voient un gars qui potentiellement s'est fait endormir ou potentiellement est juste à bout de souffle. Dans les deux cas, que ce soit une soumission qui a presque été réussie ou que ce soit un épuisement, ça sera considéré comme un gros effet en effective grappling, le premier critère de scoring des juges. Et c'est peut-être ce petit détail qui a fait pencher les juges du 19 vers le 18. Si au moment où la soumission est lâchée à la fin du round, il se lève et il lève les bras, peut-être qu'on lui donne des 19 et il gagne 29-28 à l'unanimité. Je le dis très souvent en tant que coach à mes combattants en fin de combat, levez les bras. Ça paraît bête, mais la plupart des juges ne mettent pas le score au moment du gong final. Ils réfléchissent encore un peu et pendant qu'ils réfléchissent, ils regardent ce qui se passe dans la cage. Le body language, l'attitude dans la cage, ça peut influencer les juges. C'est pas dans les critères, bien que si on va plus loin dans les critères, on dit que le effective grappling, ça peut jouer sur pas spécialement les damages, mais infliger de la fatigue à l'adversaire, rendre l'adversaire plus fatigué de par sa pression au sol. Et donc sur une fin de round, s'il y en a un qui met du temps à se relever, qui montre des signes de fatigue, on peut considérer ça comme c'est parce que l'autre a été efficace, effective au sol ou même en pied-point. C'est pas écrit noir sur blanc, mais on peut interpréter ça comme un critère important, puisque c'est le premier critère qu'on prend en considération. Donc voilà, pour tous les combattants, pour tous les coachs qui écoutent, ou même pour les fans, tout simplement, je trouve, et ça reste qu'une opinion, parce qu'encore une fois, c'est pas écrit noir sur blanc, en fin de round, et surtout en fin de combat, l'attitude, se lever, lever les bras, même si on est fatigué, essayer de poker face, de montrer qu'on n'est pas si fatigué que ça. Ou pas sonner. Dillashaw, quand il se fait sonner par Cody Garbrandt à la fin du premier round de leur premier combat, il va directement dans son coin. J'ai déjà raconté cette anecdote sur ma chaîne. Il regarde la couleur de son glove, il voit que c'est rouge, il cherche le rouge, il se dirige vers le rouge, il va directement dans la bonne direction. Je sais pas si ça aurait influencé quoi que ce soit, parce que de toute façon ça finit par KO dans le deuxième round, mais l'attitude, important. Troisième sujet, sans surprise, le main event. Alors comment structurer ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'ai couvert ce qui s'est passé avant le combat dans ma vidéo avant le combat. Je vais pas revenir trop là-dessus. Je vais revenir sur tout ce qui est le poids, etc., etc. Mais ici, on va travailler dans l'ordre. Merci aux deux athlètes. Respect aux deux athlètes dans la cage.
surtout à Vettori, pour avoir accepté le combat, pour avoir pris le combat, en sachant qu'il allait y avoir une différence de poids qu'on a ressenti dans les échanges en grappling, même si Vettori a su en dominer un dans le quatrième round, je pense. Paulo Costa s'est bien foutu de notre gueule. Comment tu fais? Parce que clairement, il était préparé. Clairement, tu sais pas faire un combat pareil en n'étant pas préparé. Le fait qu'on ait changé le poids à 2 ou 3 reprises, je pense même, les médias n'ont pas été ultra transparents sur ce qui s'est réellement passé pendant la Fight Week, mais je pense qu'il y a vraiment eu 3 poids différents qui ont été annoncés à Vettori. Les médias ont plutôt parlé on est passé de 185 à 195 et de 195 à 205, mais je pense qu'il y a encore eu un intermédiaire quelque part. Bref, quoi qu'il en soit. Quand tu arrives à la Fight Week en surpoids comme ça et incapable de cutter à 185, incapable de cutter à 195, incapable de cutter à 200 et de pouvoir être limite capable de cutter à 205, tu le sais depuis longtemps. C'est pas à la Fight Week que tu arrives en disant « Ah, je vais manquer la pesée. » 20 pounds, les gars. 9 kilos. 9 kilos de différence qui ont été décidés la veille de la pesée. Il était préparé, mais il n'était pas préparé à cut. Avec un peu d'intégrité, avec un peu d'honnêteté, tu préviens plus tôt. Tu négocies ton catchweight ou même la catégorie au-dessus plus tôt. Mais là, il arrive, c'est un main event d'une carte pourrie, entre guillemets. Il sait très bien que l'UFC va tout faire pour ne pas annuler ce main event. Vous imaginez si le main event avait été Ricky Glenn contre Grant Dawson? Ça aurait été le pire main event depuis celui que je suis allé voir à Dublin, quand le main event et le co-main event ont été annulés dans la semaine du combat. On était supposé avoir Ben Rothwell contre Arlovski, mais c'était il y a 6 ans. Hein. Et je sais plus c'était quoi le co-main event. Dustin Poirier contre Joe Duffy. D'ailleurs, j'ai eu la haine parce que ils ont mis le combat plus tard et c'était un fight of the night. Et finalement, le main event, c'était, je m'en souviens même plus. Patrick Holohan contre... je reviendrai 1000 fois sur son nom. Allez, bon, c'est pas grave. Voilà, il y avait Patrick Holohan en main event. Bref, il savait qu'il avait un levier de négociation là-dedans et que même si Vettori était pas chaud, l'UFC allait mettre la pression pour qu'il le soit. Je trouve ça abusé. Bref, donc Costa, t'es un enculé. Maintenant, l'UFC fait plusieurs bonnes décisions là-dessus. Une grosse partie de la prime doit aller vers Vettori. Je pense que c'est 30%. Moi, j'aurais mis plus, honnêtement. C'est pas assez sévère. Il reçoit pas son bonus de Fight of the Night. Mérité. Et il le force à combattre en light heavyweight à partir de maintenant. J'ai vu une interview aussi, je peux encore faire 185, pourquoi pas. Non, quand tu rates une pesée comme ça, tu redescends pas dans la catégorie où t'as raté. C'est clair et net. Maintenant, t'es en light heavyweight. Point barre. Et en light heavyweight, les gars, il va galérer. Parce que son style est chouette à regarder. C'est clair. Il est durable, c'est clair. Il est compétent, très compétent, c'est clair. Il n'a pas de knockout power. Il se fait mettre en difficulté par Israel Adesanya et par un Vettori préparé à middleweight. Et défensivement, il prend trop de coups aussi, un peu comme Mason Jones. En light heavyweight, je le vois galérer à être dans le top 10, honnêtement. C'est un très bon combattant et en middleweight, il méritait ce top 5. J'ai du mal à le voir percer en light heavyweight. Il va nous offrir des beaux combats. Il va continuer à avoir des fans. Ça va être un fan favorite. Il va encore faire des fight of the night. Mentalement, il y est pas. Je le vois pas évoluer. Même s'il nous a offert un très beau combat, il n'a pas offert une plus belle performance que contre Romero. Je trouve. C'était très beau, mais c'était pas mieux que contre Romero. Encore une fois, un peu comme Mason. C'est un peu la même réflexion que contre Mason Jones. Bref, dernier point par rapport à ce combat. C'est encore une fois un magnifique combat entre deux mecs qui finalement ont pas cuté ou peu cuté. Vettori n'a pas cuté. Costa, je crois qu'il a peu cuté pour ce combat. Ça montre que, et j'ai vraiment envie que le MMA parte dans ces directions, les cuts, c'est contre-performant. Il y a encore trop cette logique de la lutte américaine, ou cette logique américaine tout simplement, que 1,5 kg ou 2 kg vont faire la différence le soir du combat. Mais on le voit pas. On le voit chez les main events, c'est pas le cas. Ngannou champion, Stipe Miocic ancien champion, Gane champion intérimaire.
sont pas des mecs qui cut. Ngannou a cuté plusieurs fois, mais dernièrement il cut plus pour la limite. Le Cain Velasquez contre Brock Lesnar, on a vraiment ces exemples. Je pense sincèrement qu'il vaut mieux être à 100% hydraté et faire 1 kg de moins que son adversaire que faire 1 kg de plus que son adversaire et être hydraté à 95%, 95%. L'UFC a déjà fait une très bonne chose en avançant la pesée au matin. Ça laisse plus de temps pour se réhydrater. En termes de performance, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a encore des choses à mettre en place. Alors, c'est un débat peut-être pour un autre jour, mais j'entends beaucoup, il faut faire la pesée le jour même. Non, les gars. Les athlètes, il y a des cons. Ils vont se déshydrater le jour même. Ah, mais il faut faire la pesée juste avant de rentrer dans le ring. Encore pire, ils vont combattre ultra déshydratés. Il faut faire une pesée tous les jours. Mais non, ils vont se déshydrater tous les jours. Il faut vraiment... Ce qu'il faut comprendre, c'est que trouver une solution pour le weight cut, c'est trouver une solution pour le peu d'athlètes non professionnels, qui manquent de professionnalisme plutôt. Il y a 95-95% des athlètes qui réussissent leur pesée. Mighty Mouse l'avait très bien dit quand l'UFC cherchait une solution. Il disait, pourquoi pénaliser ceux qui font preuve de professionnalisme pour aider ceux qui font preuve d'amateurisme? C'est du nivellement par le bas. Le MMA et surtout l'UFC, c'est l'élite. Donc ces solutions-là ne sont pas des solutions, ce ne sont même pas des options. Rajouter des catégories de poids, c'est une bonne option pour certaines personnes qui se situent entre deux catégories de poids, mais ça solutionne pas les weight cuts. Pourquoi? Parce que plus de catégories de poids, les gens ils s'en foutent, ils vont quand même essayer d'aller le plus bas possible pour être le plus haut possible par rapport à leur adversaire le soir même. C'est une discussion qui est très difficile. Moi, je trouve qu'avec l'USADA, il faudrait peut-être faire un genre de partenariat où quand l'USADA passe, il pèse aussi le gars. Surprise! Et si tu es au-dessus d'un certain rate, bah, t'es forcé de monter. Mais encore une fois, même cette solution-là, c'est un peu du nivellement par le bas. Parce que quelqu'un qui est vraiment capable de bien gérer son poids, bah, on s'en fout qu'il fasse 20 kilos de plus entre deux combats. Dès le moment où il a un combat assuré et qui fait le poids et qu'en plus il est performant le soir du combat, pourquoi négliger ça? Finalement, honnêtement, il y a que l'éducation qui peut mener à la meilleure solution. Mais encore une fois, tout le monde ne veut pas s'éduquer à comment bien réaliser un cut. Donc, la dernière solution, c'est être encore plus sévère sur les punitions. 20%, c'est pas assez. C'est pas assez. Tu rates ta pesée, ça commence à 30%. Chaque pound, c'est 10% supplémentaire. Ben ouais, Costa, il aurait combattu gratuitement. Mais s'il avait su ça, est-ce qu'il aurait raté sa pesée? Non. Alors le contre-argument par rapport à ça, c'est que ça va trop forcer les combattants à faire le poids. Mais au final, les 20%, ils le font déjà. Deuxième argument, pas de bonus de victoire si tu rates la pesée. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais quand tu vas combattre, c'est pour de la performance. Tu te prépares bien pour être performant. Mais par contre, la pesée, c'est le seul truc qui est contre ta performance. Parce que tu dis, je fais mon cut comme je peux, je me tue la veille de mon combat, c'est contre-performant. Donc si tu te dis, bah, je préfère donner 20% de ma prime et avoir plus de chances de gagner, parce que gagner, c'est 100% de ma prime, ça double, bah, je préfère rater la pesée et gagner mon combat. Donc on me pousse pas vraiment à finir et à faire ce poids. Être plus sévère sur les punitions d'une pesée ratée, c'est forcer les athlètes à être plus responsables. Parce qu'ils le savent tous et ils commencent à tous le savoir. Avoir un cut trop difficile, c'est avoir une mauvaise performance et là tu perds tout. Donnez-moi vos autres options si vous en avez. Merci d'avoir suivi. C'était Chris Genacht. On se retrouve très bientôt. Dans la semaine, il y aura plusieurs vidéos qui viennent puisqu'il y a 2 gros pay-per-view qui arrivent. Et aussi, il y a un petit challenge qui arrive, le Healthier November. C'est un challenge que je me lance chaque année. Et cette fois-ci, j'ai envie de le faire à l'ouvert. Donc, je vais me lancer ce challenge. Je vais en parler ouvertement. Et ceux qui veulent le suivre avec moi, je vous invite vraiment à le faire. C'est life-changing, comme on dit. À très bientôt. Et like, commente, abonne-toi.